Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors ? Je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale. Passion médiéviste, des rencontres. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la série Rencontres, l'annexe en quelque sorte de Passion médiéviste, où je vous propose de rencontrer des personnes qui font vivre le Moyen-Âge aujourd'hui, qui transmettent le goût pour l'histoire médiévale au grand public et qui, à leur niveau, luttent contre les idées reçues sur cette belle période de 1000 ans. Et pour ce 4e épisode, je reçois la prof. Bonjour. Bonjour. Alors la prof, de ton vrai nom, tu t'appelles Justine de France, ça te va si je t'appelle Justine ? Oui, tu peux m'appeler Justine. Depuis 2014, tu tiens une chaîne YouTube consacrée à l'histoire, donc la prof. Avec plus de 31 000 abonnés, je te suis déjà depuis un moment et j'aime vraiment beaucoup ton travail, donc il me semblait évident que je t'invite dans le podcast. Est-ce que tu peux nous raconter d'où te vient ton goût pour l'histoire ? Ça m'est venu pendant les études, parce qu'à la base, au collège, lycée, c'était une matière que j'aimais bien, mais pas au point d'en être passionnée. Au départ, je voulais être journaliste, donc j'ai fait une prépa école de journalisme où il y avait beaucoup d'histoire. J'ai pas eu les concours qui m'auraient permis d'être journaliste, donc j'ai continué en licence d'histoire, parce qu'il y avait des passerelles. Et au final, j'ai décidé de rester là-dedans jusqu'au master. J'ai abandonné complètement l'idée d'être journaliste. Et j'avais pas forcément d'objectif de métier ensuite, mais juste j'aimais étudier l'histoire. Et tu as fait un master sur quoi ? C'était un master sur l'astrologie de cours au XVe siècle. Ça veut dire quoi ? Ça consiste en quoi ? Ce sont les astrologues qui sont au service des ducs, des princes, des rois. Dans mon mémoire de première année, je m'étais restreinte au duc de Bourgogne, puisque mon directeur de mémoire était spécialiste des ducs de Bourgogne. Et ensuite, pour la 2e année, donc vraiment le vrai mémoire, là j'ai fait sur à peu près toutes les cours de France pour lesquelles j'ai trouvé des astrologues. Donc c'était des astrologues qui faisaient... Ça pouvait être des prédictions assez générales sur l'année à venir, ça pouvait être des petits horoscopes qui étaient plus sur des questions de santé, ou parfois ils faisaient des prédictions ponctuelles, vraiment qui annonçaient ce qui allait se passer dans la vie de la personne. C'était aussi beaucoup du charlatanisme, mais enfin voilà, un petit peu de manipulation, de propagande aussi. Et sur quel siècle ? Au XVe siècle. Donc encore un petit peu Moyen-Âge. Oui. Oui, encore complètement. C'était la guerre de 100 ans. C'est un grand débat dans ce podcast à chaque fois. Les débuts. C'était le Moyen-Âge. Donc, comme je disais, tu as créé ta chaîne en 2014. Pourquoi tu as voulu créer cette chaîne YouTube ? Au départ, j'ai eu envie de créer une chaîne YouTube avant de décider du sujet. J'avais des amis qui se lançaient dans la création vidéo, ça pouvait être de la fiction, des amis qui parlaient de cinéma par exemple. Et je regardais aussi moi-même beaucoup de vidéos qui n'étaient pas forcément même de la vulgarisation. Et c'était le format et le support qui m'intéressaient surtout. Donc j'ai réfléchi à ce que je pourrais raconter d'intéressant, enfin ce que je pourrais réaliser d'intéressant. Et comme l'histoire c'était à la fois ma passion et un domaine sur lequel je savais des choses, je me suis dit c'est de ça que je pourrais parler. J'avais hésité entre ça et le cinéma, mais cinéma déjà je suis moins spécialiste et en plus il y a énormément de gens qui parlent déjà de cinéma. Et maintenant parler d'histoire, ça me passionne. Alors pourquoi ce nom, la prof ? C'est un peu général pour parler d'histoire. C'est parce qu'en même temps, je passais le concours pour être prof. J'ai eu l'idée de Chronique de prof d'abord, donc qui est le nom de ma playlist principale, en gros, du type de vidéo principale que je fais. Et je voulais pas que la chaîne s'appelle Chronique de prof parce que je me laissais la possibilité de parler d'autres choses par la suite. Donc j'ai restreint en la prof en me disant, de toute façon, ça va être mon métier, donc ça me correspond bien. Effectivement, donc tu parles d'histoire sous différents formats, donc on a les chroniques de prof, les bulletins de prof, les Gentes dames badass et des hors-séries. Pourquoi tu as choisi ce type de vidéo, enfin ces formats spécifiques pour ta chaîne ? Qu'est-ce que ça a de particulier ? Les chroniques de prof, c'est vraiment le format principal et le premier que j'ai créé. C'est de la vulgarisation, devant ma bibliothèque, ça c'est plutôt classique, où je fais intervenir des personnages qui viennent d'autres époques. Donc ça c'était le petit ajout que j'ai rajouté très rapidement, parce que dès le 2e épisode, il y a Aliénor qui vient du Moyen-Âge qui débarque. Le bulletin de prof à la base c'était juste, ça s'appelait pas comme ça, c'était les créatrices du YouTube. Et c'est parce qu'on était un groupe de vidéastes femmes qui avaient décidé de se donner des thèmes et de produire chacune une vidéo sur ce thème. Donc ça pouvait être des choses très générales puisqu'il y avait des vidéastes qui parlaient de science, de culture. Et au final ça n'a pas duré, ça a duré 2 épisodes. J'ai eu envie quand même de garder ce format où j'étais un peu plus posée, où je me prenais moins la tête aussi à changer de costume, à changer de décor. Donc c'est devenu les bulletins de prof. Et Gentes dames badass, ça m'est venu à l'été 2017 où je voulais faire une pause pendant l'été et ne pas tourner de chronique de prof parce que j'avais pas le temps. Et je me suis dit tiens, si je parlais plutôt de biographie, si je parlais de femmes qui sont peu connues, ça sera un petit peu moins de recherche pour moi, ça me prendra moins de temps à tourner et ça peut être très intéressant aussi. Et donc j'en ai fait 4 pendant l'été et ça a beaucoup plu, donc j'ai décidé de continuer à en faire occasionnellement et c'est un autre format que j'aime beaucoup. Puis c'est important aussi d'en parler. Le monachisme était aussi affaibli à cause de quelques scandales de l'église comme le nicolaïsme. Des clercs qui ont prononcé les vœux mais qui font quand même la chose. C'est quoi la chose ?
Tu es trop jeune. Et en plus, les rois ou princes qui avaient fondé les abbayes commençaient de plus en plus à s'y sentir chez eux, allant jusqu'à nommer les abbés, parmi les copains, parfois même des laïcs qui ne s'installaient même pas dans l'abbaye, mais qui en touchaient les revenus, quand même, faut pas déconner. Comme tu le disais, parfois tu te mets en scène. Tu es plus seulement en tant que vulgarisatrice, mais tu incarnes des personnages qui représentent les différentes parties historiques quand tu fais des sujets un peu plus transversaux. Donc tu fais Lucretia la romaine, qui est souvent allongée sur une banquette, Aliénor la médiévale, il y a le dialogue entre elle et avec toi. Pourquoi tu as voulu mettre ce travail d'actrice dans tes vidéos? Est-ce que tu travailles bien les costumes aussi? Je me suis dit que ça apporterait du dynamisme. C'est par elle que viennent la plupart des blagues. Et moi, j'étais attachée à mettre de l'humour dans mes vidéos. Bon, chacun son style. Il y a des personnes qui disent « Ah, pourquoi tu mets de l'humour? Ça marche pas, c'est nul. » Moi, j'aime bien ça. Je me suis dit que ça pourrait permettre de faire parler un petit peu plus cette période, de manière parfois un peu cliché, parfois... Mais justement, je joue sur les clichés de cette période aussi. La romaine est toujours allongée sur son canapé. Et dans le premier épisode, elle avait son panier de fruits dans lequel elle piochait tout le temps. Aliénor, qui vient du XVe siècle, donc Moyen-Âge, elle est pas très au courant de ce qui se passe dans le monde. Elle est toujours... Au début, surtout, là, je l'ai fait évoluer un petit peu, donc j'ai fait en sorte qu'elle ait plus de références actuelles, parce que dans mon histoire, l'histoire que j'ai inventée, je considère qu'elle est là depuis un moment et qu'elle s'est un peu plus renseignée sur le XXe siècle et XXIe siècle que Lucretia. Donc je lui fais un petit peu plus faire des références à la fois de son époque et de notre époque aussi. Mais à la base, elle était vraiment oh là là, il y a plus de monarchie en France, oh là là, c'est sorcellerie. Enfin, voilà. Et les costumes, j'ai cru lire que tu avais fait du cosplay, donc tu les travailles en particulier? Les costumes, en fait, j'en ai jamais fait un seul spécialement pour Chronique de prof. Je pioche dans mes costumes depuis bientôt 4 ans. Donc j'avais fait beaucoup de cosplay avant de faire des vidéos. Maintenant, j'ai plus le temps, même si j'aimerais bien en refaire un peu. Et donc j'ai un stock, surtout que je faisais beaucoup de cosplay à partir de films. Du cosplay, c'est de la reproduction de costumes qui viennent d'œuvres de fiction principalement. Donc c'est beaucoup connu par les mangas, les animés. Ça peut aussi être des films, des jeux vidéo, plein de choses. Et moi, j'ai fait beaucoup à partir de films plus ou moins historiques. C'est ces costumes-là que je réutilise. C'est pour ça que j'ai commencé par Aliénor, parce que j'avais un costume qui allait bien. Ensuite, j'ai rajouté la romaine. C'est des costumes qui viennent... par exemple, Aliénor, ça vient du film Robin des Bois de Ridley Scott. D'accord. Tu en as un peu parlé, mais dans un article, j'ai lu que le Moyen-Âge était ta période préférée. Et effectivement, tu parles beaucoup de cette période dans beaucoup de tes vidéos, notamment dès les premières, en fait, et sous plein d'angles différents. Tu parles de la nourriture, l'héraldique, les gentilshommes badass, effectivement, au Moyen-Âge. Comment tu choisis tes sujets? Ça peut être si j'ai cette idée en stock depuis longtemps, parce que j'ai une très longue liste de sujets que je pourrais aborder. Ça peut être aussi quand je vais me promener à la bibliothèque, à l'ABU de la fac où j'étais. Je regarde un petit peu dans les rayons, je me dis tiens, ça pourrait être intéressant, je vais lire ce livre et je verrai si je peux en faire une vidéo. Parfois j'ai des suggestions aussi. Au début, j'avais moins d'idées, donc je demandais beaucoup aux gens si vous avez un sujet que vous voudriez que je traite, proposez-le-moi. Il y en a certains que j'ai traités depuis, mais sinon j'ai une très longue liste de sujets qu'on m'a proposés et qu'un jour je ferai ou pas, si ça m'inspire. Et qu'est-ce que tu aimes dans le Moyen-Âge en particulier? J'aime travailler sur les idées reçues qu'on en a, donc sur tout l'imaginaire du Moyen-Âge, les seigneurs, la vie des paysans. Enfin, moi, j'aime beaucoup me plonger dans l'histoire qui est plus sociale, culturelle, donc comment vivaient ces personnes, comment elles se représentaient, leur vie, le monde. Et donc, j'aime travailler là-dessus. Moi, j'aime me plonger un petit peu dans les périodes que j'étudie. Donc, je pense que c'est ça qui me plaît dans le Moyen-Âge, c'est une période dans laquelle j'aime me plonger. Mais après, c'est pas la seule. Par exemple, j'aime beaucoup le 19e siècle aussi. Pas vraiment le 19e siècle sur l'aspect politique, mais plus sur l'aspect social, culturel. Et à chaque fois, des périodes qui me parlent. Comment s'organise ton travail pour la chaîne YouTube en parallèle de ton vrai travail, donc de professeur d'histoire géo? Quand j'ai le temps. J'essaie de sortir une vidéo par mois. Il y a beaucoup de recherches à faire. Et à chaque fois, c'est très indépendant de mon métier, puisque c'est pas des sujets que je reprends forcément, qui sont au programme scolaire. Ça peut parfois se recouper, parfois je peux avoir tiens, ça je l'ai déjà vu dans un manuel scolaire en fait, donc je peux peut-être réutiliser cette illustration. Mais généralement, les deux sont vraiment très séparés. Du coup, c'est surtout beaucoup de recherche. Ensuite, l'écriture, tournage, montage, et tout ça, ça me prend à peu près un mois. C'est pour ça que je sors pas tant de vidéos que ça. D'ailleurs, est-ce que tes élèves savent que tu fais des vidéos YouTube? Oui, ils le savent. Je leur en ai parlé en fin d'année dernière, parce que j'attendais de les connaître un peu, comme j'étais arrivée dans un nouveau collège. Et pareil, dans le collège d'avant, j'avais attendu la fin d'année aussi pour savoir un petit peu plus comment ils réagiraient et pouvoir placer aussi le sujet. Placer ça dans un cours sans que ça paraisse « Hé, abonnez-vous !» Donc à chaque fois, j'avais attendu que ça soit on travaille sur une vidéo, en éducation civique surtout, j'ai fait travailler sur des vidéos parfois, soit que ça soit un sujet que j'ai abordé en histoire, et en disant si vous voulez en savoir plus,
j'ai fait une vidéo là-dessus. Et là, forcément, il y a plein de questions. Madame, vous faites des vidéos, qu'est-ce que vous faites? Et dès le lendemain, tout le collège est au courant, même des élèves que j'ai jamais vus. T'as jamais des élèves qui l'ont découvert sans que tu leur dises? Non, mais ils sont en collège, mes élèves, donc c'est moins le genre de vidéo qu'ils regardent, je pense. Parce que quand je leur parle de ce que je fais sur YouTube, ils me demandent est-ce que vous connaissez Squeezie? Est-ce que vous connaissez... On n'a pas les mêmes références forcément. Et tu connais pas Squeezie? Si, je connais Squeezie. Ah. Après, mais c'est le seul dont ils m'ont parlé que je connaissais, c'est pour ça. Les autres, je me souviens plus. Pour tes vidéos, tu fais aussi beaucoup de recherches iconographiques. Comment ça se passe? C'est sur Internet. Pour préparer les vidéos, je fais principalement à partir de livres pour vraiment l'écriture. Ensuite, pour les recherches iconographiques, c'est à la fin, une fois que le script est écrit. Et là, par contre, je vais uniquement sur Google Images et ensuite essayer de trouver la meilleure définition possible, mais je m'embête pas trop. Ça peut être soit des documents qui sont vraiment en rapport avec le sujet, soit plus des références geeks qui peuvent avoir un lien avec ce que je suis en train de dire à ce moment-là. Et de plus en plus, j'utilise aussi des extraits vidéo. Ça me permet d'illustrer de manière un peu plus vivante aussi. Tu as créé ta chaîne au début pour lutter contre les idées reçues. Est-ce que tu trouves que depuis donc fin 2014, est-ce que tu trouves qu'il y a eu des évolutions dans la société ou est-ce qu'on a toujours malheureusement certains clichés sur le Moyen-Âge? Bon, je pense qu'il y en a encore certains clichés. Enfin, moi, je vois dans mes abonnés qu'ils ont l'air d'avoir peut-être une certaine évolution et ça leur permet de prendre un peu de recul sur les idées reçues. Mais bon, la France n'est pas abonnée à ma chaîne, donc je pense qu'il y a pas mal d'idées reçues qui restent. Rien que récemment, je faisais des recherches sur l'hygiène au Moyen-Âge et j'étais chez ma mère à ce moment-là, donc je lui en parle et elle tombait des nues quand je lui disais non, mais les gens se lavaient, alors qu'en plus, elle regarde ma chaîne. Est-ce que tu arrives à gagner un petit peu ta vie avec les vidéos? C'est plus un petit complément. Et c'est pas seulement le fait de faire des vidéos qui permet, souvent c'est un ensemble de plusieurs choses. Donc il y a la monétisation YouTube que je fais. C'est-à-dire que les gens, s'ils ne veulent pas regarder les pubs, ils peuvent très bien mettre AdBlock, ça me pose aucun problème. Et ensuite j'ai un Tipeee, un Utip, c'est 2 autres systèmes de financement où là ça marche plus par don ou par visionnage de pubs, mais volontaire. C'est un ensemble de tout ça qui permet de gagner un petit peu d'argent, mais c'est un petit complément. Ta chaîne existe depuis fin 2014. Quelles sont les évolutions qu'elle a connues? J'imagine qu'aujourd'hui, tu dois plus facilement faire certaines choses qu'au début. C'est surtout au niveau technique. Je suis vraiment partie de rien, je connaissais pas de logiciel de montage, je savais prendre des photos mais filmer, je débarquais aussi, j'avais pas d'éclairage, j'avais pas de micro au début, donc j'ai vraiment appris à faire du montage, à travailler un petit peu le son, à faire attention à l'éclairage, à l'étalonnage de mes vidéos, et c'est là que je pense que j'ai fait des progrès quand même. Quand je compare à ma première vidéo sortie, où les coupures étaient très abruptes parfois, où la lumière était jaune, je pense que j'ai fait des progrès là-dessus. Et ensuite, il y a aussi eu des évolutions au niveau de la manière dont je travaille mes sujets. Au début, c'était surtout des recherches à partir d'Internet, ce qui est pas très bien, surtout quand on fait une formation d'historien. Je prenais ça de manière beaucoup plus légère, et maintenant, à peu près 6 mois, 1 an après le début de ma chaîne, je me suis mise de plus en plus à travailler uniquement à partir de livres, ou presque uniquement. Parfois quelques recherches complémentaires sur Internet, mais très peu. Moi, ça me plaît beaucoup plus. J'ai moins peur de faire des erreurs et j'ai plus l'impression de donner de vraies informations inédites aux gens. J'ai remarqué aussi dans tes vidéos, tu chantes toi-même, tu fais même la propre musique dans tes vidéos. Pourquoi? Je sais plus d'où c'est parti. Je crois qu'il y a une vidéo où vraiment, je sais plus par quel chant j'ai commencé, mais vraiment sur cette vidéo, je m'étais dit, cette chanson, je l'aime bien et ça irait bien. Pourquoi je la mettrais pas au générique et je pourrais essayer de la chanter? J'ai jamais eu de formation de chanteuse, j'ai fait de la musique, du solfège, mais pas de chant. Après, j'ai pas un niveau fou non plus, j'en suis bien consciente, mais moi, ça me fait plaisir de le faire et apparemment, ça plaît à certaines personnes. Donc, je l'ai fait sur une vidéo. Ensuite, je me suis dit, peut-être que ça pourrait devenir quelque chose de récurrent sur les génériques de chroniques de prof. Ça me force aussi à faire des génériques plus longs, malheureusement, où je dois combler par du texte et souvent, je sais pas quoi dire, donc je dis bonjour, c'est la fin de la vidéo. Non, ça ajoute une patte particulière, moi je trouve que j'aime bien. Non, tant mieux alors. Et actuellement, quelles sont les difficultés que tu rencontres encore? La gestion du temps, peut-être. J'ai pas le temps de faire tout ce que j'aurais envie de faire. Je comprends. À part ça, j'ai la chance d'avoir une très bonne bibliothèque universitaire qui est pas trop loin, où je peux me poser pour étudier tout ce que je veux. Et au niveau matériel, ça va, je commence à avoir de quoi travailler aussi. Donc c'est peut-être plus le temps. Et quelles sont les relations que tu as avec ta communauté d'abonnés? Elles sont plutôt bonnes. J'ai des abonnés que je vois apparaître régulièrement, donc ils doivent être là depuis à peu près le début. Après, forcément, je connais pas tous les noms, je repère pas tous les pseudos de tous les abonnés. Ils sont 31 000 quand même, je comprends. Oui. Mais il y en a qui sont actifs sur Twitter surtout. Sur YouTube, c'est vrai que je les connais un petit peu moins. Ceux qui sont sur Twitter, on a un petit peu plus d'interaction parce que je poste beaucoup, même je raconte un peu ma vie sur Twitter aussi, donc il y a un peu plus de familiarité. Sur YouTube, je leur réponds, mais pas tout le temps, surtout maintenant, j'ai moins le temps et il commence à y avoir un petit peu trop de commentaires pour répondre vraiment de manière personnalisée à tout le monde. Oui, carrément. Je pense qu'il faudrait vraiment que je me prenne quelques heures à chaque fois pour répondre et j'ai pas forcément le temps et la motivation. Mais les relations sont plutôt bonnes. Dans l'ensemble, c'est plutôt bon enfant, ils sont gentils. Bon, il y a aussi des commentaires un petit peu nuls parfois. Ça peut être des remarques sexistes ou alors des remarques sur la manière dont j'ai traité le sujet, mais des
Des personnes qui vont pondre un long pavé pour montrer à quel point j'ai tort et à quel point je suis mauvaise en vulgarisation. Et à quel point eux, ils s'y connaissent vachement bien. Oui, voilà. Moi, il y en avait un qui m'avait fait ça sur l'astrologie. Du coup, là, j'avais un peu tiqué quand même parce que j'ai fait un mémoire là-dessus. Laisse-moi tranquille. Il y a quelques mois, tu as fait une campagne de financement participatif pour une série, Time Warp. Aujourd'hui, donc, on enregistre en novembre 2018. Où en est le projet ? Le projet avance. Donc, en fait, la campagne de financement s'est terminée en mai, si je dis pas de bêtises. Moi, la série, je l'avais écrite entre novembre et janvier. Et ensuite, j'avais commencé à rassembler une équipe. Donc, quand on a lancé le financement, j'avais déjà à peu près l'équipe technique constituée et une partie des acteurs. Entre mai et juin, on a terminé de tout préparer. Surtout que c'est pas moi qui ai réalisé la série, c'est une amie qui le fait, qui s'appelle Lou. Et moi, par contre, je l'ai écrite, j'ai fait gérer la production du coup, et surtout, j'ai joué dedans. Et le plus gros de mon boulot, c'était aussi assistante réalisation, donc préparer tous les documents. Ah oui, donc vraiment totalement multitâche. Oui, mais tout le monde était multitâche sur le tournage. Et donc cette série, on l'a tournée entre juin et août. Et maintenant, elle est en post-production. Donc, c'est la réalisatrice qui est en train de la monter. Et on a aussi un compositeur qui travaille sur la musique en même temps. Bon, il y a à peu près la moitié qui est montée. Ça sera 6 épisodes. C'est assez court quand même. Hein. Faut pas s'attendre à une grande série, mais ça prend du temps quand même à faire. Et elle sortira, je pense, début 2019, mais j'ai pas de mois encore à donner. Donc, peut-être qu'elle sera sortie au moment du podcast. Mais oui, peut-être que les gens écouteront ce podcast 3 ans après sa publication. Donc, peut-être qu'ils connaîtront déjà par cœur la série. Pour donner un aperçu, du coup, ça va parler de quoi ? D'un peu d'histoire, j'imagine ? Ça parle un peu d'histoire. En fait, ça reste en lien avec les personnages dont on parlait au début. Aliénor, Lucrezia, la prof aussi, qui dans la série est vraiment la prof, un personnage qui est pas forcément moi, du coup. J'essaye d'expliquer pourquoi ces personnages historiques, qui viennent d'époques différentes, se sont retrouvés au XXIe siècle. Eux, ils voudraient bien rentrer chez eux, comprendre déjà pourquoi ils se sont retrouvés là et rentrer chez eux. Donc c'est sur ça que ça va porter, sur les voyages dans le temps. Du coup, avec des références historiques forcément aussi, mais avec de l'humour. Et là, vraiment, c'est de la fiction. Le but, c'est pas de faire de la vulgarisation. Il y a quelques références qui sont placées par-ci, par-là, mais c'est humour science-fiction. À part Time Warp, quels sont les projets à venir pour ta chaîne ? J'ai pas de projet forcément nouveau qui pourrait apparaître. J'aurais peut-être des projets, il y a certaines vidéos pour lesquelles j'aimerais me déplacer. Pour l'instant, j'ai rien du tout de fixé. Par exemple, j'avais pensé travailler sur les Qatars et essayer peut-être d'aller dans le sud, vraiment filmer sur place. Mais pour ça, il faut que je réfléchisse, que peut-être éventuellement j'essaie de trouver des financements. Je sais pas encore comment ça se passerait. Et j'ai aussi un autre projet où là, ça serait peut-être même partir un petit peu à l'étranger. Mais ça serait sur le XXe siècle, donc ça change beaucoup. Ah oui. Mais pour l'instant, j'ai pas du tout eu le temps de creuser ça parce que je travaille en même temps sur mes vidéos, sur la suite de Time Warp, parce que j'essaye d'écrire la saison 2 en même temps. Ah oui, déjà. Ah, mais j'ai 4 saisons en tête, donc... Ah oui. Donc il y aurait des projets sur la chaîne. Peut-être un autre court-métrage de fiction, parce que j'en avais sorti un, c'était une parodie Star Wars en septembre. Et j'ai aussi une autre idée de court-métrage de fiction que j'ai écrite et que j'aimerais réaliser. Donc ça, peut-être que ça sera pendant l'année 2019. J'aimerais bien. Je me doute que ça va être un petit peu difficile de choisir, mais si les auditeurs veulent découvrir ta chaîne, par quelle vidéo tu leur conseilles de commencer ? Bon, pas par la première, ni la deuxième, ni la troisième. Je pense que ça peut être des vidéos, par exemple, j'avais fait l'alimentation au Moyen-Âge, les villes, le pays de Cocagne aussi, ça peut être sympa. Des vidéos qui sont un petit peu plus vraiment sur un sujet précis, assez délimité, et puis celle-là était déjà assez travaillée. Enfin, je les ai faites assez récemment, dans les 6 derniers mois, donc je commençais à un petit peu mieux gérer le montage, l'utilisation d'images, de vidéos. Après, maintenant, je fais aussi beaucoup de vidéos qui sont un peu plus transversales. Par exemple, j'ai fait les mers et les hommes, les forêts et les hommes, donc là, ça partait de l'Antiquité au XXe siècle. Selon les goûts des gens, ils peuvent aller vers ça. Les gens de Dame Badass, s'ils veulent s'intéresser aux femmes, en sachant que là, les épisodes sont beaucoup moins travaillés, donc c'est vraiment moi assise sur mon canapé en train de raconter des trucs, mais pourquoi pas. Bonjour, que vous soyez de fidèles abonnés ou que vous ayez cliqué ici en espérant voir des queers, cet épisode est fait pour vous, car nous allons y parler des Burgondes. Que sait-on sur eux ? D'où venaient-ils ? Comment vivaient-ils ? Quel héritage ont-ils laissé ? Et surtout, appréciaient-ils les fruits au sirop ? C'est parti. Et il me semble que la vidéo la plus vue de ta chaîne, c'est celle sur les Burgondes, c'est ça ? Oui, forcément, déjà sur l'image, il y a le roi Burgonde, sur la miniature. Ça aide. Mais oui, donc j'ai voulu parler des Burgondes pour aller un petit peu au-delà justement des clichés qui sont dans Kaamelott, forcément. Et aussi, on ne connaît pas les Burgondes autrement que dans Kaamelott, donc il n'y a pas d'autres clichés sur eux, je pense, à moins d'être vraiment spécialisé. Mais j'ai voulu expliquer qui ils étaient vraiment. Et oui, forcément, ça a eu beaucoup de succès parce que j'ai casé dedans des blagues et des références et des extraits de Kaamelott, donc c'était pas dans le but de faire du clic, hein, mais forcément, moi j'avais envie de le faire. Pour finir cet entretien, Justine, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer pour faire de la vulgarisation sur YouTube en vidéo ?
Je pense que je dirais de réfléchir déjà à comment il voudrait le faire. Peut-être pas faire comme moi justement, se lancer juste en étant debout devant sa caméra sans avoir trop d'idées au début. C'est peut-être bien d'essayer de trouver un concept. Moi je l'ai développé au fur et à mesure, après on peut le développer au fur et à mesure aussi. Et faire attention aux sources, surtout je pense que c'est le conseil le plus important. En vulgarisation, surtout si c'est pas la spécialité de la personne qui veut se lancer, essayer soit de s'entourer de personnes qui savent mieux, qui peuvent relire les scripts, soit de vraiment travailler à partir d'écrits sérieux. Mais je pense que c'est le plus important pour faire de la bonne vulgarisation. Merci beaucoup Justine de France, donc on te retrouve sur YouTube avec la chaîne La Prof et on te retrouve aussi sur tous les réseaux sociaux. Oui, j'ai une page Facebook, une page Twitter, voilà, principalement, c'est ça. Et vous les auditeurs, si vous voulez écouter des épisodes avec des personnes qui parlent de Moyen-Âge et qui racontent comment elles travaillent autour de l'histoire et du Moyen-Âge, donc vous avez plein d'épisodes écoutés et vous avez bien sûr tous les épisodes classiques de Passion médiéviste et retrouvez-nous donc sur tous les réseaux sociaux, vous avez l'habitude. Et dans le prochain épisode de la série Rencontres, je vais vous proposer un entretien un peu particulier avec un podcasteur qui travaille sur les vitraux. Salut!